Bonsoir à toutes et à tous. 38% d'admis cette année au BTS contre 41% en 2023. Ce vendredi, les résultats du brevet de technicien supérieur ont été dévoilés avec une baisse significative comparée à l'an dernier. 28 cas de monkeypox signalés à Abidjan et à l'intérieur du pays, dont une personne décédée. C'est le bilan de la variole du singe en Côte d'Ivoire. Pour en parler et faire l'état des lieux, nous serons avec le directeur de l'INHP dans ce journal. Et puis après la fermeture de la Casa d'Abobo, les ferrailleurs sont attendus à Ndautré, mais la nouvelle casse jugée trop isolée peine à démarrer, vous verrez. Une baisse de 2%, le taux de réussite au BTS établi à 38% cette année contre 41% en 2023. Les résultats sont tombés ce vendredi et les candidats ont jusqu'à lundi pour déposer leurs réclamations. Les précisions de Timé Danger et de Tanguy Conan. Un mois après les compositions, les 52 983 candidats ayant affronté les différentes épreuves du brevet de technicien supérieur session 2024, désormais situés sur leur sort. En première ligne pour la proclamation des résultats officiels, le directeur des examens et concours de l'enseignement supérieur, le collaborateur du professeur Adama Diawara, énonce des résultats en baisse de 2,58% comparativement à la session précédente. 20 338 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 38,39% en 2024, contre 40,97% pour la session 2023, soit une régression de 2,58. Les mesures de sécurité et de lutte contre la fraude mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que par tous les services en charge de l'organisation du BTS 2024, ont permis le déroulement des épreuves sans incident. Au titre des spécialités, la filière industrielle vient en tête avec 8 037 admissibles sur 17 035 candidats présents, soit un taux de réussite de 44,81%. La filière tertiaire, avec 35 048 candidats présents, enregistre 12 301 candidats admissibles, soit un taux de réussite de 35,10%. Ces résultats sont disponibles depuis cet après-midi sur la plateforme officielle www.examenbts.net. Les candidats recalés disposent d'un délai de 3 jours à compter du samedi 24 août pour déposer une réclamation à partir de leur relevé de notes édité en ligne. Après la fermeture de l'ancienne Casa d'Abobo, les ferrailleurs sont attendus dans la nouvelle case de Ndautré, mais depuis la création de ce site jugé isolé et inadapté par les ferrailleurs, plusieurs magasins sont jusque-là vides, rendant ainsi les activités économiques très timides, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. Nouvelle case située à Ndautré, dans la commune d'Abobo. Ici, plus de 10 hectares ont été aménagés pour accueillir les ferrailleurs déguerpis d'Adjamé, de Yopougon et d'Abobo. Depuis lors, ce site de recasement peine à faire le plein des artisans ferrailleurs, des magasins et box toujours vides. Les premiers occupants sont ceux d'Adjamé et Yopougon. Les ferrailleurs d'Abobo, très nombreux, ont boudé la case de Ndautré, évoquant l'isolement et les difficultés d'accès au site. Conséquence, un ralentissement des activités à la nouvelle casse. Les difficultés qu'on a pendant les 9 ans, il faut te dire qu'il n'y a pas marché, il n'y a pas client. Les artisans même ne sont pas installés sur le site. Or, dans un lieu de vente, si vous n'êtes pas nombreux, vous ne gagnez pas. Comme vous voyez, celui-là peut payer, aller vendre là, lui peut payer, aller vendre. Mais s'il n'y a personne, il n'y a pas marchandise, ça ne peut pas marcher. Donc nous avons eu des difficultés pendant les 9 ans. C'est maintenant que nos frères commencent à venir, qui ont un magasin ici. Il y a un problème différent. Saut d'Adjamé et saut d'Anador, c'est un problème différent. La gare routière, nous on a été déguerpis par rapport à la gare routière. Bon, nos problèmes sont différents. Avant que nous on vienne ici, on a été recensés, on a été accompagnés. Site là, ça fait 15 hectares qu'on a mis en autre disposition. Et 3 hectares pour les mécaniciens, 12 hectares pour les frères. Donc nous avons construit les 12 hectares. C'est ça qui est notre disposition. Ce que vous voyez comme magasin. Mais pour acquérir ce magasin, on a engagé les promoteurs qui font nos magasins et on paye
techniciens payés, ça revient à vous. Après le déguerpissement Manu Militari, des ferrailleurs de la casse d'Abobo, leurs amis de la nouvelle casse Anne Dautré, leur tendent la main. C'est depuis 2015 qu'il a été décidé par les autorités ivoiriennes de recaser les artisans ferrailleurs Anne Dautré pour lutter contre le désordre urbain qui était observé à Adjamé, Yopougon et Abobo. Délogés par la gendarmerie des barrages de la Maraoué, les orpailleurs illégaux se sont installés dans la région de la Nawa, une zone clé pour la production d'électricité. Les forces de l'ordre sous l'autorité du commandant Alexandre Appel-Autoré sont donc déployées pour sécuriser les installations, comme nous le montre Timé Danger dans ce reportage. Escadron 2-5 de Soubré. Sur les rangs, des agents prêts à être mis en mission. Leur théâtre opérationnel, les emprises des barrages hydroélectriques de la région. Cible d'orpaillage illégal. En face, le commandant supérieur de l'institution de sécurité et de défense. Venu féliciter ces hommes pour les premiers acquis enregistrés dans la lutte contre ce phénomène et sonner la fin définitive de l'occupation de ces sites stratégiques pour la production et la fourniture de l'électricité dans le pays. Je vous demande de travailler pour l'intégrité, d'être correct, de vous respecter et de ne pas vous encoquiner avec des orpailleurs. Parce que celui qui sera pris dans ce cadre-là sera systématiquement radié. Radié, terminé. Vous ne pouvez pas vous mettre en complicité avec des personnes qui vont contre les intérêts de l'État et puis espérer être pardonnés. Aucun pardon. Je dis bien aucun pardon. Aucune excuse, aucun pardon non plus. En appui à cette lutte, qui porte déjà des fruits sur le terrain, avec la libération de sites électriques connectés déguerpis, dont ceux de Kossou, l'opérateur Côte d'Ivoire Énergie mobilise des équipements d'intervention et de protection. Ce sont notamment un pick-up, 2 bateaux pneumatiques, des pagaies à lutte télescopique et des gilets basiques, opérationnels et bourrés, visant à améliorer les conditions d'engagement des gendarmes. Occasion pour le général de corps d'armée Alexandre Appel-Autoré de décréter la tolérance zéro pour les orpailleurs illégaux occupant les emprises hydroélectriques et leurs complices. Non seulement la lutte sera faite contre les exploitants, leur matériel, mais aussi et surtout les complicités. Parce que si ces exploitants ont la force de commettre et d'insister et de revenir, c'est qu'il y a des complicités quelque part, à tous les niveaux. C'est-à-dire la lutte sera contre toute forme de complicité. Les acteurs seront combattus, les complices seront combattus, nos barrages seront libérés, parce que venir non seulement gâter les eaux, mais surtout venir déranger les barrages qui offrent l'électricité à notre pays, c'est attenter sous une certaine forme à la sécurité de l'État. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette initiative en mettant à leur disposition quelques équipements que nous avons pu obtenir à l'effet de faciliter donc, cette intervention qui doit se faire sur le plan d'eau du fleuve Sassandra. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale s'est par ailleurs déporté sur le site du barrage. Une descente sur le théâtre pour évaluer le dispositif et donner des consignes fermes aux hommes déployés sur les lieux. Le maire de la commune de Bloléquin, Ouaï Thierry, effectue avec son conseil municipal une tournée dans les villages pour la remise officielle d'ouvrages achevés et présenter 2 nouveaux projets, comme nous le rapporte dans cet élément Salifia Lekoué. Après avoir été élu à la tête de la mairie de Bloléquin aux élections municipales de septembre 2023, Ouaï Thierry, maire de la dite commune, a effectué avec son conseil municipal une tournée dans les villages pour la remise officielle des ouvrages achevés et la présentation des nouveaux projets. Les villages de Blédi, Yoga et Goya ont été visités à cette occasion. Partout, la délégation municipale a été accueillie avec enthousiasme. Bloléquin a accueilli un grand retard. C'est pour cela, dès notre arrivée, nous n'avons pas eu de round d'observation. Automatiquement, tout ce que nous avions comme plan qui était déjà pris en compte dans notre programme triennal, nous avons automatiquement pris contact avec les opérateurs pour commencer les opérations. C'est ainsi qu'en 10 mois, nous avons pratiquement réalisé une dizaine d'ouvrages au profit des populations de Bloléquin. Ça a été l'occasion pour nous
de présenter à nos parents qui sont dans les villages, qui font partie de la commune, toutes les réalisations que nous faisons au niveau de la commune elle-même, à savoir le quartier, à commencer d'abord par la réhabilitation de la mairie elle-même, les ouvertures de voies, les projets de création d'une gare routière qui doit à terme déboucher sur la mise en circulation des taxis communaux, la réhabilitation du foyer des jeunes qui doit devenir un foyer polyvalent, l'ouverture d'un marché annexe et d'un deuxième marché pour la commune de Bleulequin. Des projets à impact réel sur les populations qui saluent ces initiatives. Les actions du maire Waitiri, en tout cas, nous vont droit au cœur. En 10 mois seulement, le maire Waitiri a construit une école, une deuxième école à Médipli. On est vraiment content. L'école est... En même temps, il a fait aussi des latrines. Et on croit aussi, dans peu de temps encore, il va beaucoup réaliser des choses pour les populations. Ça nous fait du bien. Avant, on n'avait pas marché ici. Le soleil nous tape. Le marché, ils avaient fait. Pluie est venue, tout est tombé à l'eau. Donc, nous sommes contents aujourd'hui. Le maire nous a sauvés. Le préfet de Bleulequin, qui a également félicité la municipalité pour tous ses projets, a exhorté les populations à faire établir les extraits d'actes de naissance de leurs enfants. À direction la cité des Antilopes, où 5 structures sanitaires ont bénéficié de près de 70 millions d'équipements et de matériels biomédicaux, un don de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, comme nous le montre Salif Yalekwe dans cet élément. Daloa, capitale du Haut-Sassandra. 5 structures sanitaires de cette cité, notamment le centre de santé urbain de Daloa, le centre de santé rural de Tagoua, le dispensaire urbain de Daloa, la protection maternelle et infantile, PMI de Daloa, et le centre hospitalier régional de Daloa ont bénéficié, entre autres, d'appareils échographie, de microscopes avec lampe. Un don de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire à travers le projet dénommé Passage. Il s'agit d'appareils échographie, de microscopes avec lampe, de moniteurs de signes vitaux, d'incubateurs néonatal, d'instruments de chirurgie, de lits électriques, etc. Le tout d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Nous sommes à la deuxième cérémonie parce que déjà en 2023, nous avons équipé 5 établissements sanitaires de premier contact au niveau du district sanitaire de Daloa. Donc ce matin, les 5 autres centres viennent compléter à 10 centres le nombre de centres qui ont été équipés pour le moment par le projet, sur environ 44 centres de santé qui sont prévus pour être équipés tout le long de la mise en œuvre du projet. Le représentant du préfet de Daloa, le secrétaire général de la préfecture Kepo Emmanuel, a remercié le gouvernement canadien pour ses nombreuses actions. Il a exhorté les récipiendaires à faire bon usage de ces dons, un geste apprécié par les bénéficiaires. Ce matériel nous va droit au cœur. On a ciblé déjà 44 structures, mais il y a 10 structures qui ont reçu déjà. Nous disons déjà merci et nous espérons que les autres structures également en auront. Et nous promettons d'en faire bon usage. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada à hauteur d'environ 4,1 milliards de francs CFA et est mis en œuvre par un consortium d'organisations québécoises. Et l'épidémie de la variole du singe, encore appelée monkeypox, continue de progresser en Côte d'Ivoire. 28 cas ont été signalés, dont une personne a décédé. On fait le point sur l'évolution de la maladie dans cet élément de Salif Yalekwe. Le Mpox est un virus initialement présent chez l'animal, notamment chez des rongeurs en Afrique, et qui circule désormais chez l'être humain. La maladie causée par ce virus porte le même nom, Mpox, anciennement appelée variole du singe ou monkeypox, et se présente comme une forme atténuée de la variole humaine, avec des symptômes moins graves et une létalité plus faible. En juillet 2022, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a déclaré une première fois que l'épidémie de Mpox est une urgence de santé publique de portée internationale, USPPI, suite à sa propagation extraordinaire dans plus de 75 pays non endémiques. Le 14 août 2024, devant la recrudescence du Mpox en RDC,
la République démocratique du Congo et dans plusieurs pays voisins, ainsi que l'apparition d'une nouvelle souche virale, possiblement plus transmissible, l'OMS déclare une deuxième USPPI. L'Union africaine a déclaré la maladie comme une urgence de santé publique. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre déjà une trentaine de cas avec la région du Béret en tête. Les services de la santé ont détecté 8 cas de variole du singe, dont un cas suspect dans le département de Dianra, selon des sources sanitaires. L'on note que la situation est sous contrôle pour le moment, selon les experts qui appellent à la vigilance et à la coopération de la population. Et avec nous pour parler de cette maladie qui inquiète de plus en plus dans le pays, notre invité ce soir est le directeur de l'INHP, professeur Ekra. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Quelle est la situation actuelle de la maladie en Côte d'Ivoire? Bien, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous notons 28 cas, mais il faut bien préciser que les 28 cas ne sont pas survenus en une semaine. Le premier cas, nous l'avons détecté depuis le 2 juillet et la déclaration a été faite à l'Organisation mondiale de la santé au début du mois d'août. Et lors d'un comité de veille qui est présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, une communication a été faite à l'endroit de la population pour dire que la maladie est bel et bien en Côte d'Ivoire. Et depuis ce temps, sur à peu près un mois et demi, nous avons notifié 28 cas et un décès. On a appris aujourd'hui que dans la région du Béret, dans le centre nord de la Côte d'Ivoire, c'est la région qui concentre le plus de malades aujourd'hui, avec 8 cas qui ont été donc identifiés. Comment on explique que dans cette zone en particulier, il y ait autant de cas? Bien, c'est parce que dans cette zone, les cas surviennent surtout dans le milieu rural et dans les zones d'orpaillage où les gens vivent dans la promiscuité. Voilà, donc il y a eu un premier cas, ensuite il y a eu contamination des autres personnes qui vivent donc avec la personne infectée et donc on a pu détecter aujourd'hui 8 cas effectivement. Voilà. Mais les dispositions sont prises parce que dès qu'on a pu détecter ce premier cas, on l'a cherché à isoler. Malheureusement, les contacts avaient eu déjà lieu. Donc, les cas sont survenus au fur et à mesure en suivant les différents contacts. Quelle est la prise en charge justement aujourd'hui des malades atteints de la variole du singe? Bien, la prise en charge se fait à l'hôpital, mais aussi peut se faire à domicile. Voilà. Donc, les dispositions sont prises par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour que les cas puissent être pris en charge dans les hôpitaux. Nous avons les médecins qui ont été donc informés et formés sur le diagnostic de la maladie. Et donc, toutes les dispositions sur le dispositif de santé est mis en place pour que les cas puissent être pris en charge à l'hôpital. Au total, donc, nous avons 28 cas enregistrés en Côte d'Ivoire, donc à l'intérieur, mais aussi à Abidjan. Comment se propage la maladie? Quelles sont les voies et moyens de contamination? Voilà. Ici, nous avons un cas particulier, c'est qu'on n'a pas de cas groupés en dehors de ce que vous avez dans le Béret, ce que nous avons à Dianra. Il n'y a pas vraiment de cas groupés. Nous avons 28 cas, mais il y a 13 districts sanitaires qui ont notifié ces cas. Donc il y a des cas, dans certains districts, il n'y a qu'un cas. Et chaque cas, dans un district, constitue pour nous un foyer. Il faut donc isoler le cas et le prendre en charge et donner des conseils à tous les sujets qui sont autour de ce cas. Donc, à part Diarra, où on peut dire qu'il y a un foyer qui existe, qui commence donc à s'étendre, pour lesquels nous avons pris les dispositions donc, pour permettre à ce que la maladie, la transmission puisse s'interrompre. Dans les autres cas, nous faisons une surveillance, nous isolons les personnes, nous donnons des conseils aux personnes pour ne pas qu'il y ait des contacts, pour ne pas transmettre la maladie. Et justement, comment se transmet la maladie? La maladie se transmet par contact avec les animaux sauvages qui peuvent être trouvés morts ou vivants en forêt. Et aussi, donc, en fait, c'est une maladie animale, voilà, qui va se transmettre à l'homme par la manipulation de ces animaux. Et lorsque l'homme est donc malade, il peut donc transmettre à tous les sujets qui sont en contact.
Donc la transmission se fait par promiscuité, par... Bien sûr, par promiscuité, par le contact avec le sujet malade, contact de ses vêtements, de tout ce qu'il utilise. Voilà, donc on peut, par contact étroit, on peut donc se contaminer. Est-ce qu'il y a des personnes, des profils qui sont plus à risque de contracter la variole du singe? Bien, nous sommes tous à risque. On est tous à risque, seulement il faut éviter donc de rentrer en contact avec le malade. Mais il y a des gens, par exemple, les gens qui vont aller en forêt pour la chasse, donc qui manipulent les rongeurs et autres, ceux-là sont plus à risque. Mais une fois qu'il y a un cas donc, dans une communauté, toute la population est à risque, et donc il faut prendre les mesures de protection pour ne pas donc, être contaminé par la maladie. En Côte d'Ivoire, il y a donc eu un décès après avoir contracté le monkeypox, la variole du singe. Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut en décéder de cette maladie? Voilà. En fait, il y a des signes d'aggravation, soit qu'on est toxicomane, on a un terrain immunodéprimé, alcoolique. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'on a des cas graves. Mais aussi, il peut y avoir une surinfection de la maladie qui peut aller jusqu'au décès du malade. Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Bon, les premiers signes, c'est qu'on a mal à la tête, on fait la fièvre, comme c'est une maladie infectieuse, on fait la fièvre, après on peut avoir des courbatures, des douleurs musculaires, avec des ganglions qui vont donc augmenter, qui sont douloureux. Ça, c'est la première phase. Et dans la deuxième phase, c'est l'éruption cutanée. L'éruption cutanée, ce sont donc des boutons, des gros boutons qui vont sortir sur la tête et se généraliser sur tout le corps, comme vous avez pu le constater, au niveau des mains et sur tout le corps. La RDC a aujourd'hui plus de 500 morts suite à l'épidémie de la variole du singe. Elle attend aujourd'hui les premières doses de vaccins contre cette maladie. Est-ce qu'il y a aussi une commande qui a été émise par la Côte d'Ivoire, ou est-ce qu'on n'est pas à ce stade encore aujourd'hui de penser à la vaccination? Si, comme vous avez pu le constater, la vaccination elle est faite pour les personnes à risque. Voilà. Donc le ministère de la Santé, à la tête, le ministre de la Santé a exprimé le besoin d'avoir les vaccins. À Africa CDC et à tous les partenaires, notamment l'UNICEF, qui peuvent nous fournir des vaccins. Donc, cette démarche est en cours et nous espérons avoir le plus rapidement des vaccins pour que nous aussi puissions les utiliser pour les Ivoiriens qui seront à risque de contracter cette maladie. Merci, professeur Ekra, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'INHP. Peut-être un dernier mot avez-vous à dire à nos téléspectateurs ce soir? Bien, un dernier mot, c'est d'abord à l'endroit des sujets qui présentent des signes, de se rendre à l'hôpital immédiatement pour qu'on puisse les prendre en charge, les isoler. L'autre, message, c'est à l'endroit du professionnel de santé, c'est d'observer toutes les mesures de précaution lorsqu'on s'occupe des malades, notamment le port des gants, des surblouses, tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Et à l'endroit de toute la population, de ne pas avoir peur de la variole de singe. C'est une maladie qui est bien connue. On sait qu'on peut isoler les malades et on peut donc se protéger lorsqu'on ne rentre pas en contact direct avec le malade. Donc il faut aussi éviter de manipuler les animaux morts. Et il y a un élément essentiel qu'on va toujours revenir dessus pour toutes les maladies, c'est qu'il faut se laver toujours les mains à l'eau et au savon lorsqu'on a touché un malade ou qu'on a touché un objet que le malade a déjà utilisé. Et ceux qui n'y croient pas, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais il faut qu'ils y croient. Vous avez présenté les images, c'est une maladie réelle qui sévit qu'on appelle ailleurs dans d'autres pays, même en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Libéria, au Nigeria. Et donc, c'est une maladie réelle. Il faut que les gens prennent ça au sérieux, pour ne pas dire que c'est peut-être un fake news, on balance des images comme ça pour faire peur. C'est une maladie réelle. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la variole du singe. Seulement qu'il faut observer les mesures d'hygiène. Pour toutes les maladies, c'est la même chose. C'est lorsqu'on ne connaît pas la maladie qu'on a des problèmes. On a des problèmes pour pouvoir lutter contre la maladie. Mais elle est bien connue. On sait comment on peut contracter cette maladie. On sait aussi comment on peut prévenir, comment on peut prendre le malade en charge. Et donc, on a tous les éléments nécessaires pour ne pas avoir peur de la variole du singe.
Seulement, on demande à la population d'observer toutes les mesures qui sont dites. Le message est bien passé. Merci infiniment, professeur Ikra, d'avoir été avec nous. Merci pour ce message envoyé ce soir. Merci à NCI de nous avoir invités sur le plateau pour échanger avec les Ivoiriens et leur faire connaître la maladie, pour ne pas qu'ils aient peur de cette maladie et qu'ils prennent les précautions nécessaires pour se protéger. Merci. Merci. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Excellent week-end à toutes et à tous.